Bien, bonjour tout le monde, je suis Christian Potier et avec Emmanuel Parzi, nous sommes heureux de vous accueillir ici pour vous présenter donc cette conférence sur Simplex Synchro, donc une méthode que nous avons mise au point au cours des dernières années pour appliquer les principes du Lean et du management de l'excellence au domaine des processus transactionnels. Donc vous faites tous bien évidemment la différence entre les processus opérationnels flux physiques qui gèrent les produits et les transferts de la transformation de la matière en produits finis, des flux transactionnels qui, eux, sont des flux d'informations et tous les processus de l'entreprise qui servent à gérer prendre des décisions, gérer des informations et traiter un certain nombre d'activités telles que la recherche, le développement des produits nouveaux, la supply chain, les processus tertiaires de pur service au client, accueil et compagnie, applicables bien sûr partout dans le domaine médical, mais aussi des bureaux d'études, des entreprises commerciales, etc. Donc, cette méthode Simplex Synchro s'applique particulièrement au domaine des processus transactionnels. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir et nous allons passer une petite heure ensemble à développer ces différents sujets-là. Donc, merci à tous de penser à couper vos micros et pour ne pas interférer et prendre de la ligne et de la capacité de la ligne. Si vous voulez poser des questions, donc vous avez sur la droite de votre écran un petit module questions. Vous pouvez les poser, évidemment. Nous nous attacherons à y répondre en fin de cette conférence. Pour ce qui est donc d'Emmanuel Parzi et moi-même, nous sommes des vieux routiers du Lean et de la démarche excellence opérationnelle que nous pratiquons depuis un certain nombre d'années, plus de 25 pour moi et plus de 15 pour Emmanuel. Donc, nous sommes un peu au fait de toutes ces problématiques et de leur application dans les différents domaines de l'industrie, du tertiaire, et des activités diverses et variées que l'on peut avoir aujourd'hui dans les entreprises. Donc, ce que nous allons faire au cours de cette conférence, c'est donc de vous présenter les principes de la méthode Simplex Synchro. Je vous ferai une présentation de l'approche processus qui est au cœur de l'approche Simplex Synchro. Ensuite, après, Emmanuel prendra le relais pour tout ce qui est la présentation en tant que telle de la méthode Simplex Synchro, de cette approche, les outils qui sont concernés et la manière de déployer une telle approche dans vos entreprises. Alors, on va commencer par le management par les processus. Donc, les processus, c'est un terme que vous connaissez tous, que nous pratiquons depuis, on va dire, une bonne 1990, donc une trentaine d'années, lorsque les premières normes sont sorties sur l'assurance de la qualité et la maîtrise des systèmes qualité des entreprises. On avait le mot processus qui a commencé à apparaître et qui a pris toute son ampleur dans les années 2000 lorsqu'il s'agit de mettre en place dans nos organisations des fonctionnements par processus de façon à pouvoir appliquer les principes de la norme ISO 9001 ou 9002 à l'époque, qui servaient donc à organiser le système d'assurance de la qualité, la maîtrise de la qualité des entreprises. Alors, l'expérience a montré que cette approche processus a fait un bien extraordinaire aux entreprises qui ont pu progresser de façon importante. Mais par contre, dans les années, on va dire 2005-2006, on s'est aperçu que le mariage entre les processus et l'excellence opérationnelle n'avait pas été complètement réalisé et qu'il fallait se reposer des questions sur la façon dont les processus avaient été déployés dans les entreprises pour véritablement arriver à améliorer le fonctionnement, puisque la mise en place des processus dans le cadre de l'ISO a plutôt amené à formaliser, à définir de façon précise l'organisation, le fonctionnement par processus, mais ne s'était pas du tout posé les questions des gaspillages, des temps de traversée ou des temps d'exécution des produits. Donc, c'est ce que nous allons présenter dans cette première partie. Et ensuite, donc, Emmanuel présentera la seconde partie sur Simplex Synchro. Donc, dans nos organisations, tout est processus. Toutes les activités par définition, et nous allons le voir plus précisément dans quelques instants, suivent une logique d'enchaînement de tâches entre les différents acteurs, et cet enchaînement de tâches, c'est ce que nous appelons les différents processus.
Simplex Synchro est une méthode qui a pour objectif l'optimisation de ces processus en prenant en compte un certain nombre de paramètres, entre autres le fait de la synchronisation, la coordination des différents services entre eux, de façon à éviter des ruptures d'informations, des décalages entre des informations présentes dans un service et qui peuvent avoir un impact sur les autres services, mais sans une coordination et une synchronisation parfaite de la communication entre les différents services, l'information ne circule pas et ça crée donc des problèmes, des ruptures, des retards, des agacements, du stress, etc. Enfin, vous connaissez ça, on vit ça tous les jours dans nos entreprises. Alors, en ce qui concerne les processus, de quoi parle-t-on? Donc, l'approche par processus est née, comme je l'ai dit, il y a donc une trentaine d'années. Et elle est venue suppléer une approche traditionnelle du fonctionnement de l'organisation, comme vous le voyez sur ce schéma, où les clients étaient un peu baladés d'un service à l'autre, alors que dans l'approche processus, le but est justement de créer on va dire, des canaux de circulation de la demande client, du besoin client, de son expression au départ jusqu'à sa réalisation et sa satisfaction, en transversalisant l'entreprise et en évitant justement de balader le client dans les fonctions. C'est plutôt les fonctions qui se mettent au service des clients. Évidemment, cela va avoir un impact important sur leur satisfaction, qui dans le second cas est bien plus grande que dans la première. Donc voilà, si vous voulez, un peu la philosophie, on va dire, de l'approche processus. En ce qui concerne les différents modes de fonctionnement dans une entreprise, en fait, évidemment, l'entreprise fonctionne selon différents modes. D'abord, on a ce qu'on appelle le mode action, c'est-à-dire des actions individuelles qui sont sans lien les unes avec les autres. Par exemple, je suis chargé de dispatcher le courrier, je reçois le courrier, je le mets dans des cases et je l'amène dans les différents services. Ça, c'était à l'époque. Le mode, je dois faire une mise à jour du système d'information, je viens et je fais la mise à jour du système d'information. Donc, ce mode action est un mode de base, évidemment traditionnel. Le deuxième mode traditionnel, c'est le mode projet, c'est-à-dire le fait de devoir affecter des ressources et travailler ensemble de façon collaborative entre différents acteurs pour aboutir à un résultat qui est le cahier des charges qui a été émis au départ pour la réalisation d'un produit, d'une application informatique, d'une amélioration quelque part. Donc, ce mode projet fait appel à différents acteurs qui doivent se mettre à disposition et se rendre disponibles pour concourir à l'atteinte des objectifs du projet dans le délai voulu. Troisième mode d'action dans l'entreprise, c'est le mode relationnel. C'est tout ce qui est informel, on va dire, tout ce qui est la circulation d'informations informelles, les rencontres entre les personnes, des groupes de travail qui vont travailler sur un sujet à un moment donné, faire de la créativité ou autre, etc. Et évidemment, le quatrième mode, c'est le mode processus, où là, il s'agit en fait de mettre en relation de façon organisée, systématique, répétitive, les différents acteurs, de façon à ce que du 1er janvier au 31 décembre, les commandes soient traitées de la même façon, les achats soient traités de la même façon, les lancements de produits soient traités de la même façon et qu'il n'y ait pas qu'on ne réinvente pas à chaque fois des manières de faire. Donc, ce mode processus est un mode important qui, je veux dire, englobe évidemment le mode action, une partie du mode relationnel. Même dans le mode projet, on va retrouver des liens avec le mode processus. Je prends l'exemple d'un produit nouveau qu'on va lancer. Donc, ce sont des projets, ce sont des tâches qui sont différentes d'un projet à l'autre, sauf qu'à un moment donné, on va faire appel au service approvisionnement qui va devoir composer des pièces, approvisionner des pièces ou autres. Le service approvisionnement ne va pas fonctionner en mode projet, il va fonctionner en mode processus parce que pour lui, approvisionner des pièces, c'est toujours la même mécanique, etc. Donc, le mode processus est très important et on va dire, devient une espèce de synthèse du fonctionnement de l'entreprise en permanence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un processus? Donc, un processus se définit comme étant une suite ordonnée d'actions destinée à traduire en résultat des données d'entrée en consommant des ressources. Okay, donc, les données d'entrée, donc là, ce que je vous décris là, c'est valable
toute forme de processus, que ce soit du processus physique ou que ce soit, on appellera les flux physiques, ou du processus transactionnel. C'est toujours une transformation donc de données d'entrée. Les données d'entrée, ça peut être des matières premières ou des informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, en résultats qui vont être des produits physiques, résultats des opérations de transformation, ou des services rendus vis-à-vis des clients, ou des contrats qui sont traités, des dossiers qui sont traités aussi, etc., etc. Le mode résultat, en consommant les fameuses ressources qui vont être des matériels, des personnes, des énergies au sein de l'organisation. Et ces différentes actions, donc, ont la caractéristique de s'enchaîner de façon de façon tout à fait logique, affecté à différents responsables, et c'est évidemment la difficulté, l'intérêt du mode processus que de résoudre des difficultés de communication et de relation entre les différents responsables, les différents acteurs à l'intérieur du processus. Une fois qu'on aura formalisé ce fonctionnement, une fois qu'on l'aura décrit, simplifié et analysé, on pourra donc être à peu près sûr que systématiquement l'ensemble des actions vont s'exécuter de façon coordonnée, quelle que soit la période de l'année, quel que soit le mois, la semaine, le jour, voire même quels que soient les acteurs. Il y aura une reproductibilité, une répétabilité dans l'enchaînement de ces actions qui va assurer à l'entreprise un fonctionnement beaucoup plus régulier et beaucoup plus efficace. Donc voilà la notion de processus. Alors, les processus sont évidemment au cœur de l'efficience de l'organisation. Quels que soient les domaines où on les met en œuvre, de la R&D, que ce soit au niveau de la qualité, au niveau des achats, au niveau de la gestion des contrats, tout est processus, et ces processus concernent donc, comme on l'a dit, une suite d'actions. À l'intérieur de ces actions, et c'est là ce qui est important de considérer, c'est qu'il y a des opérations à valeur ajoutée, le vert, mais des opérations aussi qui sont à non-valeur ajoutée, le rouge, et que le but de l'excellence opérationnelle est évidemment, dans un premier temps, de supprimer toutes les opérations sans valeur ajoutée à l'intérieur du processus de façon à le rendre plus efficace, et dans un deuxième temps aussi de gérer et d'accélérer le temps de traversée au sein du processus, c'est-à-dire en supprimant là encore un certain nombre d'attentes, un certain nombre d'opérations inutiles qui ralentissent la traversée du produit, de l'information, du dossier, du rapport, du projet à l'intérieur du processus. Et donc là, on va obtenir un phénomène d'accélération qui nous permet qui se mesure d'ailleurs en excellence opérationnelle, je pense que vous le savez tous, par l'efficience, c'est-à-dire le rapport entre le temps à valeur ajoutée et le temps de traversée. Plus l'efficience tend vers 100%, plus ça veut dire qu'il n'y a que de la valeur ajoutée dans le processus et une rapidité d'exécution qui est totale. Ni attente, ni retard, ni non valeur ajoutée, ni opération inutile, etc., etc. Donc c'est ce concept-là d'efficience qui est au cœur de la réflexion des processus, et que l'on aura bien sûr au cœur tout à l'heure de la réflexion sur Simplex 5. Donc, au sein de ce fonctionnement, tout est processus. Donc, il y a différents niveaux de processus dans une entreprise. Il y a ce qu'on appelle d'abord les processus, je vais à la fin, qui sont les processus métiers, c'est-à-dire la façon dont chaque service exécute son travail. Je suis au sein du service approvisionnement, je reçois une demande d'approvisionnement, j'exécute un certain travail, peut-être ce travail fait appel à plusieurs acteurs chez nous dans le service approvisionnement, et à la fin, ça se traduit par des pièces qui vont être disponibles et livrées aux opérationnels. Donc, il y a un métier pour l'approvisionnement, il y a un métier dans le bureau d'études pour exécuter des plans à partir d'un cahier des charges, les valider, les enregistrer, etc., et les mettre à disposition d'eux. Donc, le niveau opérationnel du fonctionnement par processus, c'est ce qu'on va appeler les processus métiers. Donc, c'est les exécutions des tâches à l'intérieur d'un service donné.
Évidemment, les services ne travaillent pas tout seuls, ils sont coordonnés entre eux, enfin ils travaillent entre eux, et donc on va parler de processus interfonctionnels lorsqu'il va s'agir justement de faire fonctionner les relations entre le bureau d'études et les gens de la conception, entre le bureau d'études et le service approvisionnement qui va avoir besoin des plans pour commander des pièces, entre le service approvisionnement et le service qualité qui va être informé que des pièces vont arriver, qu'ils vont devoir les contrôler, etc., etc. Donc ces processus interfonctionnels font appel à tous les services. Si l'on voulait regarder le détail sur la conception des nouveaux produits, on s'apercevrait qu'il y a plus de 6 ou 7 services différents dans l'organisation qui sont concernés. Et évidemment, là se trouve la difficulté majeure ou les gaspillages majeurs au sein des organisations lorsque ces coordinations, lorsque ces relations entre les différents services ne sont pas gérées de façon efficace. Enfin, il y a un dernier niveau qu'on appelle les macroprocessus, troisième niveau dans la hiérarchie, pas la hiérarchie, mais on va dire dans l'empilement des processus au sein de l'entreprise, donc qui représente les macroprocessus de l'organisation, c'est-à-dire entre les besoins clients et la satisfaction des clients, eh bien, il faut concevoir les produits, il faut les fabriquer, il faut les distribuer, etc. Tout ceci, on parle à ce moment-là dans la partie orange des processus de production ou de réalisation. Pour que ces processus de production et réalisation fonctionnent correctement, on a besoin de faire appel à des processus support. Les achats sont souvent dans les services support, la partie maintenance pour les usines, c'est dans les services support, la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la finance, etc. Tout ça sont des services support qui doivent apporter aide et information pour que les processus de production, de réalisation, soient efficaces. Et dans une organisation, il faut aussi la gérer. Donc, on a besoin de processus de management qui vont pouvoir permettre de piloter, prendre les décisions, définir les objectifs et les priorités. C'est ce qu'on appelle la cartographie des processus. Donc, vous avez là les 3 niveaux de fonctionnement d'une entreprise en appliquant la méthodologie processus dont nous sommes en train de parler. Enfin, quelques exemples donc de processus métier. Donc, processus métier, ensemble de tâches coordonnées entre différents acteurs au sein du même service, donc pour acheter, pour approvisionner, pour planifier, pour gérer les contrats de travail. Alors évidemment, si une personne se trouve toute seule dans un service ou qu'elle est seule à exécuter la tâche, on ne parlera plus de processus à ce moment-là, on parlera d'une tâche, hein, et la notion de processus va s'appliquer, comme on l'a dit tout à l'heure, dès le moment où il y aura plusieurs acteurs dont il faut coordonner le travail pour en assurer le bon fonctionnement. Après, les processus interfonctionnels, au niveau de l'industrie, il y en a un certain nombre. Créer un produit nouveau est un exemple, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a un minima, comme je dis, 6 ou 7 services qui vont intervenir à l'intérieur du processus. Donc le service bureau d'études pour la conception des produits, le service brevet pour déposer les brevets, le service achat pour la partie composants matières à approvisionner, les méthodes pour industrialiser le produit, la maîtrise de la qualité pour définir les gammes et puis les règles de contrôle en fonction de ce produit nouveau, la service production pour la partie lancement de la première série au départ, puisqu'on est dans le processus de conception, et le laboratoire qui va contrôler les produits fabriqués, les tester pour être sûr qu'ils sont bien conformes et qu'ils respectent bien à la fois le cahier des charges et à la fois les réglementations en matière de sécurité ou autres, etc. Donc, on a là l'exemple typique d'un processus interfonctionnel et on connaît bien tous, pour avoir vécu en entreprise, la complexité qu'il y a à assurer l'efficacité, la rapidité, la tenue des délais, la tenue des budgets sur les développements de produits. Mais cela est vrai aussi dans les processus interfonctionnels, dans les services, à savoir, donc là, nous allons prendre l'exemple d'une entreprise de location de voitures. Nous allons utiliser cet exemple-là tout au long de la partie Simplex Synchro, donc où il faut pouvoir coordonner les réservations qui sont faites en service central, le transfert d'informations sur les agences, au sein des agences, la relation entre le guichet, l'atelier et le guichet pour la préparation des véhicules, leur mise à disposition en fonction du nombre de commandes entre guillemets qui ont
qui sont à exécuter le lendemain, dont doute vraiment un grand nombre d'acteurs, même si ce sont des petites agences, mais un grand nombre d'activités qui se mettent en œuvre, la réservation par le service central, la préparation des véhicules, l'accueil du client et la contractualisation lorsque le client a cherché le véhicule, la mise à disposition des véhicules par les gens sur le parc, par les gens de l'entretien, de la maintenance ou du flux physique des produits. Donc, vous voyez bien là des exemples tout à fait précis entre des processus métiers et les processus interfonctionnels et leur application aussi bien au domaine de l'industrie que au domaine du tertiaire. Alors, le management des entreprises, les processus sont au cœur du management des entreprises. En réalité, on s'est aperçu avec le temps des maturités différentes. Il y a 3 grands niveaux de maturité. Le premier niveau de maturité, qui est celui que l'on connaît bien suite à la mise en place des systèmes de certification d'entreprise, donc ce qu'on appellera, nous, la gestion des processus, c'est-à-dire on a des processus qui sont décrits, on a des indicateurs qui sont en place par processus, on a identifié les risques et pris les dispositions préventives au sein des processus, de façon à assurer un bon fonctionnement. Le but là, grosso modo, c'est d'avoir un système qualité que l'on puisse faire certifier, si l'on veut se faire certifier, ou à minima, assurer la coordination de base entre les différents acteurs et la définition des rôles et des responsabilités. Le deuxième niveau, c'est le pilotage des services avec les processus. Alors là, ça devient un peu plus précis. Le pilotage de l'entreprise avec les processus, eh bien, c'est justement cette fameuse coordination dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a un plan de production, il faut que chacun des services soit aligné sur ce plan de production. On a besoin de connaître la charge pour pouvoir définir la capacité à mettre en face, que ce soit au niveau de l'usine, au niveau des différents services, au niveau des bureaux, au niveau etc., en fonction d'une charge qui peut fluctuer d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, voire même parfois d'une journée à l'autre, et parfois même au sein de la même journée. Il faut pouvoir synchroniser les différents services entre eux pour que, comme l'exemple que je citais tout à l'heure, les gens du parc soient présents lorsqu'il faut rendre les véhicules, il faut récupérer les véhicules des clients qui arrivent le soir, mais en même temps, il faut les préparer, les entretenir pour qu'ils soient disponibles le lendemain matin. Tout ça, ça va nécessiter un certain nombre de rituels d'animation au sein de l'entreprise et ensuite après, donc, faire fonctionner en améliorant les interfaces au fil du temps. C'est le deuxième niveau de maturité. Le troisième niveau, c'est une véritable gestion de l'entreprise, cette fois-ci le management de l'entreprise par les processus. Donc, on va réfléchir sur une stratégie qui va non plus se déployer de façon globale, mais de façon précise par processus. On va évaluer la maturité des processus en termes par rapport à des grilles qui existent dans ce domaine-là pour voir comment on peut encore les faire évoluer, les rendre plus performants. On va animer l'ensemble de l'organisation par des plans d'amélioration qui vont être complètement transverses et qui vont être focalisés sur les processus. On va piloter les unités autonomes de production grâce aux processus. Voilà donc un peu de quoi on parle à ce niveau-là. Et en termes de résultats opérationnels, on a une organisation qui est pilotée par processus, donc elle est beaucoup plus réactive, beaucoup plus agile. On a des processus qui sont reconfigurés de façon à être le plus efficient possible au sens de la définition qu'on a donnée tout à l'heure. On vise une implication et un engagement absolument total de l'ensemble des acteurs et qu'ils sont très motivés parce que les fonctionnements sont beaucoup plus fluides et on n'est plus dans des systèmes de tension et de stress, mais on est dans un système de temps réel, gérer les aléas tous ensemble pour atteindre les objectifs. Et tout ça, bien sûr, dans une logique d'amélioration continue, comme on le connaît assez bien en excellence opérationnelle. Voilà, donc chaque organisation peut évaluer son niveau de fonctionnement par rapport au processus, et nous verrons tout à l'heure que notre méthodologie Simplex Synchro, justement, est l'outil nécessaire pour faire fonctionner efficacement les 2 premiers niveaux, c'est-à-dire la gestion par processus et le pilotage des services avec les processus. Et je laisserai Emmanuel vous détailler ça juste après. Juste après, c'est maintenant. Emmanuel, je te donne la parole avec grand plaisir. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais rentrer un peu plus dans le détail de la méthode Simplex Synchro et de savoir effectivement comment on va pouvoir l'utiliser, la déployer et la mettre en œuvre.
Donc, on va se poser déjà dans un premier temps une première question, mais pourquoi Simplex Synchro? Donc, Christian, effectivement, nous a déjà présenté pas mal de choses sur le fonctionnement des processus, des complexités que ça peut avoir, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. On va se rendre compte qu'en fait, au fur et à mesure, nous, de nos interventions chez différents clients, que leurs clients, à eux, sont de plus exigeants en termes de contenu, en termes de prestations, en termes de réalisation. Bien évidemment, les budgets seront de plus en plus réduits. On n'a pas autant de temps qu'on voudrait pour pouvoir le faire. On ne peut pas mettre autant de ressources qu'on voudrait le faire. Pour certaines entreprises où en fait on fait plusieurs projets, mais il y a une compétence rare qu'on doit utiliser, qu'on doit partager entre tous les projets et il faut réussir à la piloter. Une complexité plus grande puisque les demandes sont de plus en plus techniques et puis des ressources limitées puisqu'on se rend compte que les budgets effectivement étant limités, on ne peut plus réussir à obtenir tous les besoins, les exigences qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc, on va essayer de piloter un peu les ressources. Et donc, en fait, tout ce qu'on va mettre en œuvre, cette partie Simplex Synchro, ça va pouvoir s'appliquer à différents types d'entreprises qui vont travailler à la fois sur des contrats, sur des affaires, où en fait on est plutôt sur des one-shots, sur des chantiers, des projets où effectivement on va se rendre compte qu'il y a des processus qui vont commencer à apparaître un peu plus souvent, mais on va encore être dans des choses pas forcément répétables de l'une autre. On va revenir un peu dans le détail de cette partie répétable. Et puis aussi sur des produits et services, on va se rendre compte aussi que des entreprises, malgré tout, qui travaillent sur des produits, ont des activités complexes avec différents processus où on en a X clients en même temps avec des différentes étapes du processus en même temps et qui va gérer. Donc, on va retrouver ça dans cette partie produits et services. Effectivement. Et donc, en fait, les principes fondamentaux de Simplex Synchro, on va retrouver ça dans les termes qui sont utilisés, Simplex et Synchro. Donc, dans un premier temps, ça va être la maîtrise des processus en les identifiant, en les décrivant, en les mesurant et surtout en les simplifiant. On va essayer de retrouver un peu de fluidité dans l'exécution des processus. Forcément, plus un processus est complexe, plus un processus est tortueux, plus les opportunités de problèmes qui pourraient arriver vont être grandes. Donc, en supprimant toutes les possibilités d'aléas dans les processus, on va aussi permettre un pilotage assez facile. On va après travailler sur la gestion des ressources en disposant d'outils de pilotage. On va mettre en place une gestion de la charge capacité parce que ça va être très très important dans le fonctionnement global. Et puis après, une fois qu'on a mis en place ces outils-là qui nous permettent d'anticiper, ça va être la synchronisation en temps réel, en coordonnant, pilotant l'activité, de manière à faire en sorte que tous les écarts que l'on découvre dans le fonctionnement, parce qu'on aura beau avoir bien simplifié les processus, il y aura toujours des écarts, que ces écarts, on puisse en tenir compte en temps réel de manière à pouvoir les minimiser, en minimiser l'impact sur le résultat. Et puis l'objectif étant de tenir nos objectifs, d'avoir des projets à l'heure, d'avoir une qualité, une atteinte du projet et puis une efficience dans l'exécution. On revient encore une fois sur le terme qu'a utilisé Christian tout à l'heure. On va essayer de faire en sorte que nos projets utilisent le moins de ressources possible ou lorsqu'on utilise des ressources, en fait, elles n'affectent pas le temps de traversée du projet. Donc, pour la partie simplifiée, on va utiliser l'exemple qu'a un peu évoqué tout à l'heure Christian sur le processus de location de voiture, où en fait, souvent, lorsqu'on décrit dans une première étape un processus, on va retrouver les différentes tâches, on va retrouver un fonctionnement assez global sur lequel on va découper. Et puis, le but du jeu, ça va être dans ce processus-là, d'identifier les tâches à problème, celles que l'on pourrait supprimer, celles qu'on pourrait éliminer, et puis celles qu'on pourrait améliorer. Le but du jeu, encore une fois, étant de diminuer le temps de traversée de notre processus de manière à avoir cette efficience maximum qui nous permet en fait à la fois de répondre rapidement à notre client et encore une fois, le fait de diminuer les processus, c'est le temps de traverser les processus, c'est des opportunités en moins de problèmes qui peuvent apparaître. On va retrouver le double bénéfice de ce résultat-là. Après, sur la partie pilotée, on va mettre en œuvre des outils en fait qui vont nous permettre de faire en sorte que les projets, nos tâches et nos activités avancent de manière correcte. Si on reprend notre exemple de location de voiture, en fait, on va se rendre compte qu'il y a différents types d'activités qu'il va falloir mettre en différents temps et en heures. On va avoir des tâches où les clients viennent récupérer leur voiture le matin. Donc, il va falloir qu'on ait des agents au guichet pour pouvoir accueillir le client,
lui remplir la partie documentaire et un peu tous les projets. Il faut aussi que les véhicules soient disponibles le matin. Et donc, on doit faire en sorte de s'assurer que les personnels soient présents en temps et en heure par rapport au niveau d'activité. Ça, c'est une des choses qui est vraiment très importante, très fondamentale. C'est l'activité, surtout dans la partie service, n'est pas quelque chose de très linéaire sur lequel on peut exister. On a des pics d'activité qu'il va falloir piloter au jour le jour, à l'heure, et puis éventuellement aussi suivant la saison. Mais voilà, c'est des choses vraiment qui sont très importantes dans le fonctionnement des processus et comment piloter les ressources pour éviter les ruptures. Alors les ruptures, c'est soit que ça peut être en matériel ou en personnel, hein. On est bien à ce niveau-là. Après, synchroniser, ben en fait, oui, on a simplifié un processus, mais le processus, il n'est pas tout seul. Il est intégré en fait dans une multitude de processus, puisqu'on va retrouver dans notre location de voiture, bah oui, il y a la location en tant que telle, où je reçois mon client pour le livrer, mais il y a la préparation des voitures, puisque quand les voitures reviennent le soir, bah, elles peuvent être sales, le plein ne peut pas être fait, il y a peut-être un entretien à faire, et puis il faut les garer, il faut les remettre à disposition des clients, et ainsi de suite. Et quand le client arrive, il faut qu'on puisse lui remettre les clés. Donc en fait, nos processus, bien que simplifiés, vont devoir être synchronisés les uns par rapport aux autres de manière à pouvoir faire en sorte que ceci avance de manière correcte et qu'il n'y ait pas de temps d'attente dans nos processus. Et donc, pour ce faire, on va retrouver un des grands classiques de l'excellence opérationnelle, c'est ce qu'on appelle le management visuel avec ses rituels. Donc, on va mettre en œuvre différents moyens de pilotage de l'activité, passant souvent par des tableaux blancs et de temps en temps aussi sur des modes plutôt projets par ce qu'on appelle des OBA, la grande salle, hein, qui nous permet de piloter des projets complexes. Mais cette mise en œuvre en fait, du pilotage ne sera que l'aboutissement de la simplification des processus qu'on a remis en amont. Donc, on va retrouver dans ce rituel management visuel tous les rituels hebdomadaires et quotidiens sur lesquels on va pouvoir faire en sorte que la performance, ce qu'on a dit qu'on allait faire, on va le tenir. On va surveiller cette performance par les indicateurs de pilotage. Et puis, si nécessaire, il y aura aussi des réunions mensuelles qui vont nous permettre en fait de voir, détecter les gros écarts qui auraient pu être détectés au quotidien et mettre en œuvre des améliorations dans les processus, dans le fonctionnement, pour pouvoir toujours améliorer ce qu'on est en train de faire. Donc, nous faisons, en fait, c'est le déploiement de la méthode passe par une méthode des outils, hein. Ça passera sans doute souvent par de la planification de l'organisation avec des outils à différents niveaux. On va avoir quelque chose qui va être très court avec des plannings au jour le jour, des plannings de réservation qui vont nous permettre d'échanger entre les activités à faire entre les différents entités qui peuvent être dans la partie bureau, qui peuvent être dans la partie atelier. Et puis, on va aller plus loin et arriver à ce qu'on appelle des outils de charge capacité, parce que bien évidemment, pour pouvoir piloter et faire avancer des tâches, il faut que nous puissions avoir les ressources disponibles en temps et en heure, et puis faire en sorte que ces processus et ces tâches soient aussi coordonnés avec la présence du personnel et ou des ressources autres. Et donc, cette activité-là de pilotage, d'anticipation, de fonctionnement et de mise en place de différents calendrier d'outils de charge capacité qui vont permettre de regarder et de piloter tout ça. C'est quelque chose qui va être très important dans la partie synchronisation, puisqu'on va pouvoir déclencher des activités les unes derrière les autres en fonction de la présence ou pas de personnel ou de ressources autres. Et donc la partie simplex synchro, en fait, c'est une approche simple. Elle va, comme en fait, les deux noms simplex synchro nous permettent déjà d'entendre un peu cette partie-là. Simplex, on va partir des processus, donc on va partir de la description des processus, on va identifier les anomalies, on va identifier toutes les étapes inutiles, encore une fois, simplifier, hein, d'où le nom simplex. On va mettre en place nos outils de pilotage, donc avec les indicateurs, les outils de suivi, et toute notre partie équilibrage, charge, capacité et traitement des écarts, avec le pilotage au quotidien, va nous permettre en fait de synchroniser tout le processus et faire en sorte que tout le fonctionnement du processus avance d'une manière correcte. Et donc cette démarche, en fait, elle est structurée on peut la structurer en 8 étapes. Donc
la première étape qui va être établir la cartographie des processus de l'entreprise. Encore une fois, c'est la méthode qui va nous permettre en fait d'identifier quels sont les besoins et quelles sont les activités qu'on a réalisées, comment on va les réaliser. Donc, on va partir des missions d'entreprise. L'étape 2, qui va être dans ces processus qui vont être décrits dans un premier temps, ça va identifier ceux qui ne correspondent pas ou sur lesquels il y a des activités qui ne permettent pas d'avoir à la fois l'efficience et l'efficacité, donc c'est-à-dire obtenir le résultat désiré, mais avec la performance aussi désirée par rapport à la stratégie de l'entreprise. L'étape 3, donc on va prendre le temps de décrire ces processus, donc en utilisant la méthode simplex. Encore une fois, la description, ce sera pas juste, ce sera en partie dans un premier temps d'écrire de la façon dont on fait les choses, mais après, encore une fois, ça va être d'améliorer les processus pour faire en sorte qu'ils avancent de manière efficace et efficiente. On va mettre en place après tous les indicateurs de pilotage, donc les IPP, les indicateurs physiques de performance, comment je réalise ma performance, quels sont les besoins demandés, ça peut être un taux de service, ça peut être un temps de traversée de l'activité, ça peut être le nombre de voitures disponibles, encore si on revient dans le processus de location. L'étape 5, donc dans cette partie description, j'ai un peu anticipé, mais on va simplifier le processus, on va essayer d'aller regarder tout ce que l'on peut simplifier de manière à aligner aussi la réalisation des tâches par rapport aux indicateurs qui sont demandés. L'étape 6, ce sera après définir un peu tous ces outils de pilotage. Encore une fois, quels sont le fonctionnement que l'on va mettre en œuvre de manière à pouvoir planifier nos tâches, de manière à pouvoir les rendre visibles et puis les faire avancer. L'étape 7, pour les rendre visibles, on va mettre en place toute cette partie de pilotage par du management visuel, avec des rituels, des tableaux visuels, de l'OBA. On va retrouver toute cette pyramide de pilotage, et en particulier, quand on parle de pyramide de pilotage, on peut retrouver la pyramide que vous a présentée Christian un petit peu en avant sur les différents niveaux de processus sur lesquels vont s'enchaîner, et puis ça va retrouver en très très grande partie l'organigramme de l'entreprise. Et puis l'étape 8, ça va être de créer des standards. Encore une fois, la partie processus et souvent dans la partie transactionnelle, c'est là où on retrouve un grave défaut ou un grand manque de processus, de description des processus. Chacun fait un petit peu comme il veut, mais encore une fois, on sait très bien que sans standard, il y a très peu d'amélioration possible. Donc on va remettre cette description-là des processus de manière à pouvoir les améliorer en continu. Alors, excusez-nous pour la petite manip. Donc, en résumé, ce que vous avez vu, ce qu'on vous a expliqué, en fait, c'est tous les principes de la méthode simplex synchro qui commence déjà par la mise en place des processus. Les 3 niveaux de la méthode qui vont être par la mise en œuvre de la partie simplification, de la partie gestion de la charge de complexité, de la partie synchronisation des processus. Et puis, on vous a expliqué les 8 étapes de la démarche de mise en œuvre. Donc voilà, donc là on a fini sur le contenu de la présentation simplex synchro sur ce qu'on voulait vous exposer un peu sur cette méthode-là. Alors juste pour vous expliquer un petit peu rapidement ce que vous avez vu, ce qui vous a été partagé, ce sont des slides qui correspondent à nos supports de cours, qui sont ce que l'on fait du e-learning. Alors c'est une version très très simplifiée parce que là vous n'avez pas toute l'interaction qu'il peut y avoir dans nos slides, entre en particulier les quiz, les jeux. Là où vous avez fait vraiment la partie un petit peu théorique, mais vous avez déjà vu avec les manipulations qu'a fait Christian que c'est assez interactif. Et donc, c'est une partie qui nous permet en fait de présenter dans nos supports de cours. Ce que je vais vous proposer aussi maintenant, c'est Christian, si tu peux aller un peu plus loin. Voilà, merci. Nous sommes au Val Performance avec APIOP, notre organisme de formation, associé avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, qui nous permet d'avoir une réduction jusqu'à 50% de la prestation. Hein, la région peut prendre 50% de l'organisation qui peut être mise en œuvre lorsqu'on met en place une démarche d'excellence opérationnelle. Christian.
Et donc, sur un montant de prestations qui pourrait monter jusqu'à 32 000 euros, la région peut participer, la région peut participer jusqu'à 16 000 euros, donc ce qui peut être très intéressant. Et puis, bien évidemment, là, ce qu'on vient de vous présenter, la partie simple synchro, mise en place de l'excellence opérationnelle dans la gestion des processus et dans la simplification, c'est quelque chose qui correspond particulièrement à cette proposition de subvention. Donc après, nous avons une démarche pour pouvoir le faire. Hein. Donc, bien évidemment, vous prenez contact avec nous. On va identifier vos besoins. On va estimer si c'est quelque chose qui correspond aux prestations sur lesquelles peut répondre la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, nous allons vous mettre en relation avec eux pour pouvoir bénéficier de cette prestation. Et voilà, donc là, nous avons complètement terminé notre présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je n'ai pas ouvert la partie questionnaire. Je vais aller voir s'il y a des questions qui sont affichées. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je vous rappelle que c'est la partie sur l'outil GoToWebinar. Vous avez une partie à droite sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, on y répondra bien volontiers. Il y en a quelques-unes, Emmanuel, je vois. Je ne vois pas, moi. Alors, si tu les vois, vas-y, je te laisse faire. Attends, il faut juste que j'arrive à bien afficher le... J'ai une question relative au management par projet. Alors, c'est une très bonne question puisqu'en fait, cette méthodologie Simplex Synchro s'applique à tous les processus transactionnels. Mais si l'on veut être tout à fait transparent avec vous, historiquement, on a commencé à la développer sur ce qu'on a appelé, nous, des projets complexes. Je vous donne l'exemple d'une entreprise qui fabrique des systèmes de paiement pour la SNCF, la RATP, les transports en commun, etc., etc. Entreprise qui doit gérer à la fois des acquisitions de matériel, à la fois de la gestion de projet, parce que chaque contrat est un projet, des développements logiciels, la création d'interfaces, l'utilisation d'un certain nombre d'applicatifs existants sur le marché ou autres en matière de logiciels. Donc, on est dans un milieu où chaque contrat est spécifique, très complexe, parce que ça fait appel, comme je viens de vous le dire, à beaucoup de métiers et beaucoup d'acteurs. Et le premier projet qu'on a été amené à réaliser là-dessus il y a à peu près une dizaine d'années, les personnes étaient dans un état de stress absolument considérable, en particulier les chefs de projet, toujours en train de remettre à jour leur planning, à se faire engueuler par les clients, à pas trouver les ressources auprès des services opérationnels, à gérer des retards par les uns par les autres, une absence de communication, de coordination ou autre, etc. Et là, véritablement, la méthode Simplex Synchro, avec l'ensemble des outils dont on vous a parlé, a permis sur en tout cas le projet qui avait été mené à l'époque, de tenir le délai, de respecter le budget et de gérer en temps réel quelque chose qui n'était pas gagné d'avance, puisqu'au contraire, le projet était déjà noté comme devant être en retard à peine quelques mois après son lancement. Ce sont des projets qui en général duraient entre 12 et 15 mois, et celui-ci était relativement long, donc l'ensemble du retard a pu être récupéré ou autre. Donc on appelle ça Simplex Synchro en environnement complexe parce que nombre de services importants qui sont concernés. Si on fait la liste des processus qui étaient impactés dans ce projet, dans cette affaire-là, il y en avait grosso modo une vingtaine. Bien sûr que les acteurs des services fonctionnels n'avaient pas que ce projet-là à gérer, il y en avait 10 autres en parallèle. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, la gestion de ressources était quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, j'ai une autre question sur la mise en place de la méthode. En fait, ça prend un petit peu de temps, il faut être clair, parce que ça se fait donc selon les différents niveaux dont on a parlé tout à l'heure. En général, on démarre toujours sur des gestions de projets complexes dont je viens de vous parler. On démarre toujours par la mise en place de l'équipe projet, d'un planning projet, de l'affectation des ressources en fonction des objectifs, un pilotage par salle OBIA avec toute la partie management visuel, etc. Donc ça prend déjà un mois
ou deux pour arriver à le faire fonctionner correctement. Ensuite, après, il faut pouvoir passer à la coordination avec les autres services. Donc, il faut faire un travail important avec tous les services qui sont contributeurs au sein du projet. Il faut se focaliser sur les ressources goulot d'étranglement, hein, qui sont évidemment celles qui posent le plus de problèmes. Il faut pouvoir, dans ces ressources goulot, identifier est-ce que les gens sont vraiment à 100% sur leur cœur de métier ou est-ce qu'au contraire, ils sont dispersés et ont beaucoup de tâches sans valeur ajoutée. Donc, il faut pouvoir optimiser ces postes-là de façon à leur redonner de la capacité. Il faut ensuite, après, mettre en place toute la coordination entre les différents processus et les différents services pour, avec les pilotages qui vont bien avec, des rituels, des points 15 ou points 30 selon le niveau, de façon à ce que chaque service puisse se coordonner. Sur les services les plus stratégiques, on va mettre en place la charge capacité pour que les gens soient capables de dire, ben oui, je connais ma charge à un mois, je connais ma capacité et en fonction des demandes et des besoins de tous les projets, je peux affecter. Si un projet prend du retard, je peux réaffecter de la ressource sur un autre projet. Donc, vous voyez, ça demande un engagement, une implication tout à fait considérable et ce genre de projet, il faut compter entre 6 et 8 mois pour véritablement arriver à mettre en place l'organisation et le fonctionnement qui va bien. Évidemment, toutes les entreprises ne sont pas qu'en projets complexes. Il y a des projets qui sont ou des pilotages de processus qui sont plus simples. La location de voitures dont on parlait tout à l'heure, c'est des projets extrêmement simples. Grosso modo, en 2 mois, vous mettez en place l'outil complet pour pouvoir mettre l'identification des processus, leur simplification, leur pilotage et les outils de pilotage dont on a parlé, ainsi que la synchronisation. Donc, selon la nature des projets, grosso modo, on peut dire en 2-3 mois sur des activités tertiaires, on va dire traditionnelles et simples, et puis 6-8 mois sur des activités plus complexes avec des processus transactionnels plus nombreux et un nombre d'acteurs plus important. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Oui, alors il y avait une question sur, parce que tu as abordé un petit peu le sujet sur la partie ressources goulot, sur en fait le lien entre la théorie des contraintes et puis l'approche. Donc effectivement, la théorie des contraintes, en fait, on va se focaliser sur la ressource goulot. Donc effectivement, c'est ce que j'avais un peu expliqué au début de mon intervention, c'est qu'il y a des ressources avec des compétences un peu rares et ainsi de suite, qui sont utilisées et partagées dans tous les projets. Et puis en fait, souvent, c'est après celle-là qu'on attend. C'est parce que en fait, comme les processus sont pas synchronisés, on va pouvoir tous les projets, en fait, si on regarde bien dans le détail, je parle là plutôt de projet de développement produit, mais ça on peut l'appliquer à tout. Si on regarde un peu l'utilisation de la ressource goulot, en fait, si on prend l'ensemble des projets, ils iront jamais plus vite que la ressource goulot. Donc on va retrouver cette partie théorie des contraintes qui va permettre de piloter, d'améliorer et puis d'augmenter un peu la capacité de la ressource goulot, hein, ce qu'un peu expliqué Christian en disant voilà, est-ce qu'elle la valeur ajoutée de cette ressource est appliquée ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va focaliser. Mais par contre, on va aller au-delà de cette ressource goulot, puisqu'on va faire en sorte, on va aller synchroniser, on va simplifier aussi les autres processus autour, et pas que ceux de la ressource goulot. La ressource goulot, en fait, la théorie des contraintes le ferait plutôt de façon incrémentale, ressource goulot après ressource goulot, alors que nous, on va essayer de voir ça de manière un peu plus globale, un peu plus haute. Alors là, j'avais une question sur dans quoi peut-on intégrer la méthode Simplex Synchro. En fait, Simplex Synchro, c'est une méthode qui appartient au domaine de l'excellence opérationnelle. Il est vrai que fondamentalement, dans l'excellence opérationnelle, elle est plus rattachée à la démarche Lean Management, c'est-à-dire à améliorer les processus en supprimant les gaspillages, les tâches sans valeur ajoutée, en mettant en place les rituels, le pilotage, etc., comme on l'a vu. La mise en place des outils, en fait, n'est pas directement liée à l'excellence opérationnelle, mais on comprend bien que c'est important d'avoir des plannings. Alors, la notion de planning, je peux m'arrêter 2 minutes là-dessus. Dans toutes les entreprises qui gèrent du projet, il y a du planning. Dans toutes les entreprises qui ont des plannings, il y a des gens qui sont en état de burn-out complet parce qu'ils passent leur temps 10 fois par mois, 20 fois par mois à remettre à jour leur planning qui sont toujours perturbés par des aléas, par des retards, par des événements qui ne sont pas sous contrôle. Et donc, sur cette gestion de planning, en fait, si je reviens tout à l'heure à ma typologie de processus avec le niveau processus métier, processus interfonctionnel,
dans la méthodologie qu'on déploie, on met en place en fait différents types de planning. On met en place des plannings au niveau des métiers avec toutes les opérations et tous les jalons qui sont propres au métier. On met en place un planning qui est interfonctionnel, c'est-à-dire que là, dans le planning, ne sont concernées que les opérations en interface entre différents services. Au niveau métier, je vais piloter évidemment tous mes jalons métiers, mais quand je suis au niveau du pilotage interfonctionnel, je ne vais piloter que mes jalons métiers. Que mes jalons ce qu'on appelle jalons d'activité, c'est-à-dire les jalons qui, dans un métier, ont un impact sur les autres processus pour les autres métiers. Ce qui fait que lorsque le métier remet à jour son planning, il ne va pas, à partir du moment où il n'y a pas d'impact sur un jalon d'activité, ne va pas perturber le planning du dessus. Donc, ça veut dire qu'on simplifie considérablement la gestion par planning et on divise par 8 ou 10 parfois le nombre de mises à jour de planning qu'il faut faire sur un projet. Donc ça, c'est l'exemple sur la partie planning. Après, on peut imaginer en effet faire du Six Sigma lorsque l'on veut maîtriser la variabilité de ces différents processus, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans 95% des applications qui ont été faites, le Six Sigma n'a pas été utile. Déjà en faisant correctement tout ce qu'on vient de vous présenter sur la simplification, sur le pilotage, sur les outils, sur la coordination et la synchronisation, vous résolvez 80% des problèmes de processus et des problèmes d'efficience. Donc à partir de là, c'est véritablement un outil qui sert à gérer dans le domaine de l'excellence opérationnelle et du lean management les processus transactionnels. Alors j'avais une autre question sur pouvez-vous revenir sur les 3 niveaux de la méthode. Donc premier niveau de la méthode, il s'agit de identifier, décrire, mesurer et simplifier les processus. D'accord ? Tous les processus qui vont concourir à la réalisation d'un objectif, que ce soit une affaire, que ce soit un projet, que ce soit des chantiers, que ce soit des processus répétitifs dans le domaine des services, on va faire ce travail d'identification et de simplification. La deuxième étape, enfin pas deuxième étape, mais le deuxième niveau, ça consiste à mettre en place dans les services des outils de pilotage. Comme je viens de vous le dire, les plannings métiers, les charges capacités au sein des métiers. Ensuite, après, les plannings qui vont permettre de coordonner les différentes fonctions, les différents services, les différents processus entre eux. On peut même monter à un 3e niveau de planning. On a eu à le faire chez Technip, par exemple, sur la partie industrielle, c'est-à-dire la coordination, un planning d'interface avec le client. C'est-à-dire qu'il y a tout au long du projet ou de l'affaire un certain nombre d'interfaces avec le client. Le client doit envoyer son cahier des charges, le client doit envoyer la liste des matériels qu'il veut acheter, le client doit valider les plans, le client veut participer à la validation des outillages qui vont être mis en place. Le client doit être présent à la première série. Enfin, vous voyez, tout un tas d'interfaces avec le client. Et donc là, on a un autre planning avec les jalons qu'on va appeler cette fois-ci jalons client. Donc, jalon métier, jalon d'activité, jalon client. Ces 3 niveaux de planning vous simplifient considérablement la vie dans la gestion des plannings du projet. Ensuite, après, donc l'outil charge capacité, les plannings interactivité, et puis définir quels sont tous les rituels que l'on veut mettre en place au sein de l'organisation pour pouvoir assurer le pilotage le plus efficace possible. Donc, quels sont les rituels au niveau des métiers, quels sont les rituels au niveau des interfonctionnels. Bien sûr, prévoir un rituel au niveau de la direction générale, parce que c'est pas parce que la méthode sera en place qu'il n'y aura pas des aléas majeurs qui vont se produire, il n'y aura pas des ressources goulot qui vont être saturées, et qu'à un moment donné, il faudra que la direction générale prenne la décision de dire privilégions plutôt ce projet-là que tel autre si on a vraiment une absence de ressources disponibles. Donc, la définition de ces rituels, associé à ces rituels, tout le management visuel que l'on met en place. Ça, c'est la partie, c'est le niveau 2 de la méthode. Et le niveau 3 après, c'est faire fonctionner l'ensemble. C'est-à-dire entraîner les managers pour gérer leurs charges capacité, entraîner les managers pour piloter leurs équipes dans les métiers,
entraîner les managers à travailler ensemble dans les rituels interfonctionnels, entraîner la direction pour lui apprendre à se focaliser sur les points essentiels. On a vu des cas où la direction descendait tellement il y avait un désordre et une tension dans l'organisation, descendait jusqu'à piloter individuellement chacun des projets. Et vous vous rendez pas compte le gaspillage que c'est que c'est considérable. Au lieu de s'occuper de faire de la stratégie, de faire du pilotage à moyen terme, de bien travailler sur les ressources à mettre en place, sur les développements de compétences à l'intérieur de l'organisation, donner les moyens qu'il faut pour, la direction passe la moitié de son temps à prendre des décisions à la place des chefs de projet, parce que le chef de projet n'a pas la latitude pour le faire, simplement parce qu'il n'a que son projet à gérer et qu'il y en a 10 autres qui se percutent. Donc toute cette mise en place donc permet de repositionner chacun des acteurs dans son rôle, dans sa responsabilité et d'anticiper. Voilà, peut-être le maître mot qu'on n'a pas suffisamment donné jusqu'à présent, anticiper les aléas. C'est-à-dire que si moi, au service achat ou au service appro, je découvre que le fournisseur, contrairement à l'engagement qu'il avait pris, va pas pouvoir livrer les matériels sur lesquels on doit intégrer le logiciel à telle date, mais qu'il décale d'une semaine, si je le sais la veille de la livraison, je mets tout le projet par terre. Si je le sais 15 jours, 3 semaines avant, eh ben là, on peut redéployer des ressources de façon à réaffecter celles qui ne vont être rendues disponibles sur des projets qui en ont besoin et en même temps, ne pas perturber et ne pas mettre, entre guillemets, au chômage technique, c'est-à-dire, bah, je devais faire ça, mais ça n'est pas arrivé, je peux pas le faire, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toute cette efficience et toute cette efficacité qui va être obtenue par la mise en place de ces 3 niveaux de la méthode. Voilà. Alors, oui. Je vais reprendre une dernière question et puis Christian prendra encore une autre et puis après, puisqu'on arrive au bout de l'heure. Il y a une question sur les KPI qu'on peut utiliser pour évaluer la mise en place ou l'efficacité de la méthode Simplex Accro. Donc, on va retrouver bien évidemment dans les KPI nos choses classiques qui vont être le taux de service, la tenue du budget, la réalisation de la qualité. Mais 2 choses sur lesquelles on peut rajouter assez facilement, dans un premier temps, ça peut être aussi la file d'attente devant la ressource boulot. Encore une fois, tous vos projets n'iront jamais plus vite que la ressource boulot. Donc, plus la file d'attente devant la ressource boulot est faible, et mieux vous avez anticipé, mieux vous avez corrigé, mieux vous avez planifié vos projets. Et puis, une autre chose qui est très, très importante aussi, c'est ce qu'on a expliqué un peu tout à l'heure, c'est le délai de réalisation de vos projets. Un des objectifs de la Simplex Synchro, c'est bien évidemment de tenir vos délais et ainsi de suite, mais aussi de réduire globalement les délais de réalisation de vos projets. En les simplifiant, en les faisant en sorte qu'ils aillent beaucoup plus vite, vous allez aussi pouvoir avoir un avantage concurrentiel. Christian, il m'avait cité dans la discussion de la préparation un exemple justement sur Technip, où en fait les exigences clients étaient je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais avant, l'exigence, je vais donner des chiffres aux arts, il va me corriger tout de suite, était de pouvoir livrer en 1 an. Et maintenant, l'exigence du client, c'est de livrer en 3 mois. Et donc, cette partie simplification Simplex Synchro a permis d'obtenir ces besoins et de pouvoir répondre aux besoins de clients par rapport à ça. Ok, merci Manu. Je vois 2 questions là auxquelles on va répondre. Y a-t-il des préalables? En fait, le seul préalable, c'est que l'entreprise soit en souffrance. C'est-à-dire que les chefs de projet se tirent des plombs dans la tête parce qu'ils en ont marre. Il faut que vous puissiez véritablement mettre en exergue le temps qui est gaspillé à refaire des plannings, le temps qui est gaspillé à faire des réunions pour prendre des décisions qu'on va modifier la semaine d'après parce qu'une des hypothèses qu'on avait faites n'est pas bonne. Si vous êtes dans ce genre de cas-là, ce sont les préalables. C'est-à-dire l'état de stress, l'état de souffrance, l'état de perturbation dans lequel l'entreprise se trouve. Ça vous suffira pour arriver à engager une démarche comme celle-ci dans votre entreprise. Après, évidemment qu'il faut qu'il y ait un peu de partage avec la direction générale et les différents managers de service sur la nécessité de mettre en place un certain nombre de règles, un certain nombre de fonctionnements, un certain nombre d'outils pour pouvoir changer le fonctionnement actuel. Donc là, il y a un peu de pédagogie, c'est peut-être le 2e préalable qui est nécessaire avant de pouvoir véritablement engager la démarche. Ensuite, après, il faut être très pragmatique. Il faut commencer par un projet phare,
mettre en place les outils très rapidement pour ce projet-là, donc en faisant en sorte que l'équipe ait le temps et les ressources nécessaires, quitte à ce que la direction générale engage plus de ressources là-dessus, faire appel évidemment à des gens expérimentés pour pouvoir accélérer le processus de mise en place de ces outils, et fort des résultats acquis sur ce premier-là, sur cet exemple-là, d'arriver ensuite après à généraliser. Mais lorsque vous avez mis en place un outil cherche-capacité dans un service, évidemment, il va l'utiliser pour le projet 1, 2, 3, mais il peut l'utiliser pour tous les projets. Donc, ces outils-là sont pérennes. Une fois que vous avez défini avec la personne qui gère le système d'information et les plannings, la façon de différencier les métiers, les activités et les relations et les jalons clients, eh ben, je veux dire, une fois que vous avez défini l'architecture, tous les chefs de projet pourront appliquer cette méthodologie-là planning. Donc, des préalables, 2 essentiels, être en souffrance, et 2, faire de la pédagogie pour aligner tout le monde sur la méthodologie. Après, j'avais une question sur: est-il nécessaire de partir des processus globaux, ou est-il possible de le faire au niveau des processus d'un département? Alors oui, bien évidemment, dans un service achat, vous allez avoir un certain nombre de processus, enfin vous avez un certain nombre de processus. En général d'ailleurs, il y a un processus achat. Simplement, quand on veut regarder en détail, les achats s'occupent. Matières premières, par exemple, outillage, machines, papeterie et autres consommables. Et vous avez un processus pour 4 familles de produits différentes. Donc déjà, au service achat, faire ce qu'on appelle une typologie des actions ou des achats qui sont réalisés, pour ensuite après faire un processus par type. C'est pas du tout les mêmes règles, les mêmes fonctionnements dans les 4 types de produits que je viens de vous citer. Donc, le fait déjà de spécialiser un processus par type de métier, ben, ça va faire en sorte qu'on va pas appliquer un processus moyen qui est pas suffisant pour les achats complexes, mais beaucoup trop lourd pour les achats simples. Donc, ça va permettre de redonner de la fluidité et de l'agilité au sein du service. Bon, vous me direz, une fois que vous aurez optimisé le service achat, si vous avez fait que ça, vous aurez rendu les acheteurs et le directeur des achats contents, mais ça ne va pas avoir changé la face du monde dans l'entreprise. Donc, il faudra bien évidemment remonter par rapport à des processus et des activités qui sont beaucoup plus transverses. Et entre autres, il est important pour nous de partir d'une chaîne client totale. Du cahier des charges client jusqu'à la réalisation, l'installation haute, etc. Il faut repartir de l'ensemble des processus qui sont concernés. Et là, véritablement, vous êtes en train de toucher les processus globaux. Alors, en touchant les processus globaux, ça ne veut pas dire que vous allez mettre en place ça pour les 50 ou 60 ou 30 projets qui sont en cours. Ça, ce serait une erreur fatale. Il faut absolument partir d'un projet stratégique, d'un projet transversal, bien mettre en place sur ce projet-là les règles de base, et ensuite après les faire se généraliser par osmose avec les autres projets. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y en a encore d'autres, Emmanuel, ou est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour, parce que je pense que certaines étaient déjà des questions un peu plus génériques, et je pense qu'on a répondu au fur et à mesure. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Bien. De toute façon, nous sommes à votre disposition si vous aviez d'autres questions. Nous allons pouvoir vous communiquer rapidement un petit document synthétisant l'approche. Fanny, je pense qu'il y a un petit questionnaire de satisfaction, non, à la fin de cette conférence? Oui, effectivement, lorsque les personnes vont se déconnecter, il y aura un questionnaire qui va apparaître. D'accord, très bien. Écoutez, nous avons été très heureux avec Emmanuel et Fanny d'organiser cela pour vous. J'espère que cela vous aura été profitable et utile. Nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour toute question complémentaire. On vous souhaite en tout cas une bonne semaine et au plaisir de vous retrouver dans nos prochaines webconférences.